Ça fait désormais quasiment 3 ans que les Français ne s'arrêtent pas d'épargner. D'ailleurs, la dernière enquête mensuelle de l'INSEE montre que toujours plus de ménages français trouvent opportun de mettre des sous de côté. Bonjour Pierre. Bonjour David. Pierre Sabatier, économiste et président du cabinet PrimeView. Cet indicateur, il est calculé par l'INSEE, il est à son plus haut niveau depuis 50 ans. Voilà. Pourquoi toujours de plus en plus de Français ont besoin, ont envie d'épargner? Vous allez me dire c'est l'instabilité politique, mais il y a 3 ans, on n'y était pas, non? Alors on n'y était pas, on était déjà en fait dans un monde compliqué dans lequel la défiance, maintenant la défiance se traduit en fait est devenue plutôt une forme de rejet de la classe politique par les Français. Et est-ce qu'effectivement il ne faut pas voir dans cette volonté d'épargner plus, parce que tout de même il faut avoir en tête que la population française et le modèle économique français entraînent un niveau d'épargne qui est supplémentaire par rapport à leurs voisins, les voisins italiens, voisins espagnols. On doit être à tour de 18%, oui, 19. 19% de revenus disponibles, quand l'Italie et l'Espagne ont tourné autour de 12%. Donc il y a aussi des facteurs structurels qui peuvent expliquer ce genre de choses, les mécanismes en fait de système de retraite, etc., qui peuvent créer plus ou moins de confiance. Quelques années, on était à 14 ou 15%. On était autour de 15 plutôt. Taux d'épargne du revenu disponible, on a quand même pris 4 points. 4 points, c'est énorme. Et donc là, pour le coup, on peut traduire, vous savez, quand on a parlé d'instabilité politique, ici, sur ce plateau, on a beaucoup parlé de primes de risque politique, notamment sur les taux d'intérêt, sur les marchés obligataires. Et je vous disais souvent que non, finalement, il n'y a pas à craindre finalement une prime de risque politique associée à l'augmentation des taux d'intérêt français, parce qu'on est dans une mécanique où globalement on est solidaire des autres pays européens et ça ne peut pas beaucoup augmenter à travers ce prisme-là financier. Sauf que la prime de risque politique en France, elle se traduit plus par le manque à gagner en termes d'économie réelle, puisque cette instabilité politique, elle pousse pour le coup, l'économie française à ne pas exploiter son plein potentiel. C'est ça ce que ça veut dire. L'augmentation du taux d'épargne, ça veut dire que de manière exceptionnelle, il y a moins de consommations qui sont réalisées. En plus de cela, le corollaire de ça, c'est qu'en plus, on a moins d'investissements qui sont faits, parce que pourquoi on investit? Parce qu'on a un espoir de consommation qui est élevé. Mais c'est rationnel ou c'est irrationnel? Non, c'est rationnel. C'est rationnel parce que... Est-ce qu'il n'y a pas une surépargne par rapport à ce que les Français devraient épargner? Après, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent, évidemment. Aujourd'hui, en fait, ça traduit surtout le fait que les Français n'ont pas confiance quant à leurs pilotes, quant au fait que l'économie française soit bien pilotée. Quand vous êtes un entrepreneur, vous allez faire quoi? Vous allez continuer à investir dans votre outil de travail quand vous n'avez pas de visibilité à la fois sur la fiscalité ou même sur l'évolution des règles du jeu en termes d'inflation normative qui peuvent arriver. Prenez l'exemple par exemple de la politique du logement en France, qui est une activité en tant que telle. Est-ce que quand vous êtes promoteur immobilier, au regard de ce qui s'est passé depuis 6, 7 ans, 8 ans, est-ce que vous ne croyez pas que ça va pousser en fait les entreprises à épargner, ça a poussé les ménages à ne pas investir en fait dans ce type de dispositif? Donc c'est vraiment une mécanique. Vous savez, l'économie, c'est un potentiel de croissance qui est très associé à des choses qui sont fortes, des choses structurelles, qui sont de la démographie, évidemment, et de la sociologie, et en gros de la visibilité sur les modèles d'organisation. Mais le deuxième pan de cela, ça c'est vraiment le potentiel. Puis après, pour l'exprimer ce potentiel, il faut avoir confiance. Confiance versus défiance. Et aujourd'hui, l'économie française est en posture de défiance. Les Français sont souvent optimistes à titre individuel, mais sont très pessimistes au niveau collectif. Et l'instabilité politique contribue à cela, parce que je rappelle qu'on peut avoir le plus beau potentiel du monde, si on n'a pas les conditions pour exprimer ce potentiel, d'une certaine manière, on ne va pas faire. Donc en fait, on n'épargne pas trop. On ne peut pas dire les Français épargnent trop. Ils épargnent au regard en fait, de la confiance qu'ils ont quant au pilote actuel. Mais en relatif eu égard à la situation politique et à l'incertitude de l'avenir. C'est humain. C'est-à-dire qu'en fait, vous ne pouvez pas taxer les gens de mettre un peu plus d'argent de côté parce qu'on vous dit qu'on a une instabilité qui est très forte, en tout cas une imprévisibilité quant à la soutenabilité des modèles de retraite. Donc la question en fait, de l'épargne, c'est aussi prévoir l'imprévu, être en situation de pouvoir faire face à cet imprévu-là. Prenez la question des retraites. Tout le monde vous dit qu'il n'y aura plus de retraite. Donc naturellement, qu'est-ce que font les gens? Ils s'organisent autrement. Donc s'organiser autrement, ça veut dire épargner aujourd'hui pour pouvoir compléter ce revenu, voire même disposer encore de revenus à terme. Évidemment, les gens surjouent la notion de la disparition du système de retraite en France. C'est évidemment pas comme ça qu'il faut l'entendre. Mais par contre, le besoin de revenus complémentaires, oui. Donc par définition, une société qui vieillit, n'oublions pas tout de même, je rappelle quand même qu'une des caractéristiques françaises, c'est le vieillissement de sa population, comme les autres, vous me direz. Oui. Mais il ne fait que commencer. Et donc, plus on a une absence de visibilité quant à la soutenabilité du régime de retraite, plus ça va naturellement pousser les actifs, aujourd'hui, à épargner plus pour pouvoir se préparer. D'accord. Après, quand on a une inflation à 5%, je comprends qu'on épargne plus. L'inflation est à 1%. Donc, il y a l'érosion monétaire joue moins, ça ne devrait pas pousser les Français à épargner autant. Mais encore une fois, là, c'est pas l'inflation en fait qui
pose la question. C'est plutôt... c'est un paramètre aussi. C'est un besoin individuel de se sentir plus protégé. Qu'en gros, vous êtes l'inflation, non, mais érode évidemment et donc appauvrit naturellement la rente. De se refaire, naturellement, le stock en fait voit sa valeur diminuer parce qu'il y a de l'inflation. Ouais. Ça, évidemment, ça devrait pousser à. Mais en l'occurrence, là, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est vraiment en fait le réflexe naturel du Français dans une situation au niveau mondial déjà incertain, une confiance toute relative qui est faite quant au pilote de l'économie française actuelle pour pouvoir créer les conditions finalement de la soutenabilité du modèle français, eh bien les gens en fait naturellement mettent de l'argent de côté. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise contre ça ? La seule réponse qu'on peut faire à cela, c'est pas des injonctions à consommer. C'est surtout... D'autant que ceux qui mettent de l'argent de côté, pardon, c'est pas les moins aisés. Non, évidemment, mais encore plus avec ceux qui se jouent actuellement. C'est-à-dire que la surépargne, elle est aussi associée au fait qu'on tape comme des sourds sur des gens qui sont en capacité de la générer, l'épargne. En tout cas, qui seraient en capacité de consommer plus, à savoir des gens qui ont. Et à travers, aujourd'hui, finalement, quand même, une forme de biais systématique anti-entreprise en France, en tout cas dans les discours, depuis maintenant un certain nombre de mois, ça ne pousse pas aussi cette population qui disposerait des moyens de recycler leur argent dans l'économie réelle à continuer à consommer. Et quand on épargne, on consomme plus, pardon, c'est tautologique, mais ça engendre des recettes fiscales, de la TVA, et donc ça, c'est bon pour l'économie. C'est un très mauvais calcul, c'est-à-dire qu'en gros, nous avons tous intérêt, pas à ce que les gens fassent n'importe quoi, à ce qu'on ait finalement, où on tende vers un taux d'épargne qui corresponde finalement à la confiance que les Français font dans leur modèle d'organisation. C'est quel niveau ? Pour pouvoir... alors, historiquement parlant, on tournait autour de 15. Voilà, on tournait autour de 15, qui est probablement le bon chiffre 4 points, par rapport... 4 points, c'est 120 milliards, quoi. Et c'est énorme. C'est donc autant de recettes fiscales qui ne sont pas là, autant de TVA en fait, qui manquent par ailleurs, autant finalement... Et en fait, c'est vraiment fondamental, ce genre de choses. Vous savez, il faut avoir conscience que tous les pays du monde vivent une crise de maturité, associée notamment à leur vieillissement, et sont confrontés à la baisse de leur taux de croissance potentiel. Ça veut dire quoi, le taux de croissance potentiel ? C'est au regard de ce que nous sommes. Et bien, globalement, le taux de croissance par rapport à avant est plus de 4%, mais il va être de 0,5, 1, 1,5. Mais donc, là, prenons plutôt une fourchette, parce que le chiffre, c'est pas bon, mais plutôt entre 0,5 et 1,5. Mais vous savez, il y a un monde d'écart. Si on est bon, on fera 1,5. Si on est mauvais, on fera 0,5. Mais la différence entre les deux, elle est colossale, parce que, évidemment, si on a des taux de croissance de 1,5, évidemment, c'est beaucoup plus facile de poser les arbitrages et régler les problèmes. Mais si on est en fait en bas de fourchette, parce qu'on n'est pas capable de créer les conditions d'eux, eh bien, en fait, c'est le serpent qui se mord la queue et qui rend encore un peu plus insoutenable ce sujet, notamment de la soutenabilité de la dette publique française. Donc, il y a vraiment aujourd'hui, plus fondamentalement, un message porté par les Français qui est une forme de défiance qui maintenant se traduit presque en rejet de la classe politique quant à leur capacité à créer les conditions d'expression du potentiel des entreprises françaises et des Français. On répond oui. Est-ce que les Français épargnent trop ? En tout cas, ils épargnent beaucoup. Ils épargnent plus. Ils épargnent plus. Après, la question d'après, on peut y rester une heure, juste votre point de vue là-dessus, mais est-ce que cette épargne, elle est utilisée à bon escient ? Est-ce qu'elle fructifie vraiment ? On dit souvent que les épargnants français, ils sont ce qu'ils sont, et c'est très bien comme ça, qui sont frileux. En quoi être trop frileux, c'est compréhensible, mais en quoi ça les pénalise eux, et ça pénalise la France au sens large. Alors déjà, c'est pas une mauvaise nouvelle pour tout le monde, puisque tout de même, plus il y a de l'épargne, plus finalement les gens qui vivent autour de la gestion de l'épargne se portent bien. Et donc c'est la raison pour laquelle même on a des secteurs d'activité, comme la gestion de patrimoine, qui se portent bien, parce qu'elle est alimentée par un flux d'épargne généré, donc de l'argent à gérer. Certes, on n'a pas les fonds de pension chez nous, mais on a beaucoup d'épargne quand même gérée ou générée par les ménages français qui permettent en fait d'être réinvestis. Après, la question de l'allocation de celle-ci, elle traduit quand même une forme de psychologie. Double élément. Culture financière et économique des Français, qui c'est pas le top, on va dire. Enfin, vous faites un travail important en France, peut-être plus important que dans d'autres pays, parce qu'on a vraiment un besoin de culture économique. On se flagelle pas, honnêtement, c'est la réalité, ça. Il y a des comparatifs. Alors, il suffit en fait de se balader en fait un peu partout dans le monde pour pouvoir en fait s'en apercevoir. Mais je n'ai pas de classement en fait effectif là-dessus, donc les gens vont dire il n'y a pas de chiffre, donc c'est pas vrai. Alors j'ai toujours tendance à dire en fait parfois c'est pas parce qu'il n'y a pas le chiffre que la réalité elle est pas là aussi. Donc faire attention en fait, la foi dans le chiffre permanent peut être aussi une erreur. Mais il y a déjà en fait ce premier point-là. Puis après, derrière, la notion de confiance, évidemment, elle va conditionner votre capacité à supporter une prise de risque. Est-ce que vous allez prendre beaucoup de risques ? Alors, si vous épargnez parce que vous êtes défiant, parce que vous avez d'une certaine manière peur de l'avenir, est-ce que d'après vous allez prendre beaucoup de risques dans vos investissements ? Eh bien, naturellement, vous allez plutôt les orienter vers des actifs ou vers des investissements qui sont plutôt pépères, qui sont plutôt qui traduisent. Voilà. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire pour nous ? C'est pas mauvais pour tout le monde. C'est-à-dire que les fonds euros ont revu, alors même que je rappelle que sur ces plateaux, probablement des gens disaient ou signaient l'arrêt de mort en fait, des fonds euros à la fin des années 2010. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Pourquoi ? Parce que derrière, finalement, on a une forme de garantie de capital. Ça correspond bien à la psychologie du Français. Oui, sauf que quand on a un rendement bien sûr, commence maintenant à être quand on a plus un intéressant. horizon de 5, 10, 15, 20 ans au moins,
est-ce que le fonds en euros ne rapporte pas moins sur longue période que des investissements en actions qui, sur longue période, ont prouvé que oui, ça rapportait plus? Oui, c'est un fait, mais pour le coup, c'est pas comme ça en fait qu'on construit en fait une gestion de patrimoine. C'est pas du fonds euro ou des actions. En fait, c'est la réalité, c'est le mix. Ouais. Et là, pour le coup, il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de bonne réponse. Il n'y a que des réponses qui sont adaptées en fait à la sensibilité du client, ouais. Son âge, ses objectifs son horizon personnels, son collectif, c'est-à-dire en fait son environnement familial, son horizon de placement. Et donc, à partir de là, on va construire une allocation d'actifs qui fera la part belle entre des actifs qui vont apporter de la visibilité et de la liquidité et des actifs qui vont permettre de construire. Ouais, bien sûr, mais quand on a 20 ans ou 30 ans, donc, tout mettre sur son livret A, dans l'optique de ces vieux jours, c'est peut-être pas la meilleure des conseils qu'on puisse donner, non? Absolument, donc c'est vraiment fonction pour le coup du client, mais il est clair qu'en France en particulier, on a quand même une forme d'aversion globale à la prise de risque, mais qui est une forme de cohérence. C'est européen ou c'est français, ça? C'est quand même plus français qu'européen pour le coup, hein. Donc on a plus de difficultés chez nous, mais là, pour le coup, j'en reviens à mon point initial, parce qu'aussi, les gens ne savent pas vraiment ce qu'est une entreprise. Quand vous regardez les débats autour en fait, du monde de l'entreprise, même des règles, même des politiques autour de l'entreprise, on voit bien qu'il y a une déconnexion entre ce que c'est, alors encore plus quand on parle de valorisation, parce que là, on parle de propriété de l'entreprise, et son rôle, à quoi ça peut servir. Parce que c'est intéressant, on parlait d'impôt sur la fortune improductive. Oui. Mais au final, qu'est-ce qui est productif ou qu'est-ce qui ne l'est pas? Souvent, on a tendance à dire que, par exemple, une action, ce n'est pas un actif tangible. Alors, et on va comparer ça à l'immobilier. Est-ce que l'immobilier, c'est mieux que les actions? Parce que l'immobilier, c'est là, ça ne va pas disparaître. Mais concrètement, une entreprise, ce n'est pas un actif tangible. Une entreprise, ce n'est pas une organisation faite d'hommes et de femmes avec des usines ou même des services, des ordinateurs, des gens qui produisent des choses. Donc, vous voyez, il y a quand même, pour le coup, là, c'est un problème de culture en fait, financière, pour le coup, de bien appréhender ce en quoi ça consiste. Vous savez, dans l'investissement, il faut simplement faire l'état des lieux froid de quel est le degré de risque en fait, qu'on embarque lorsqu'on fait un investissement en actions, en obligations, en fonds euros, en immobilier, et quelle du coup espérance de rendement je peux espérer. Voilà, et c'est ça en fait le vrai sujet. Et en fonction de la capacité du ménage à supporter une plus ou moins grande prise de risque, et ça va définir une espérance de gain qui sera raisonnable. Et si plus elle est élevée, plus on va pouvoir aller vers des actifs risqués qui vont permettre. Notamment quand on a du temps devant soi. Évidemment, parce que en fait, le temps sert essentiellement à se refaire, hein, pour le coup. Hein. C'est pour cela en fait, qu'on dit qu'on peut prendre plus de risques. Le risque change de camp avec le temps. Et puis, parce que les besoins aussi ne sont pas les mêmes, on est parfois dans une situation en fait, intellectuelle de construction du capital. Après, en fait, il vient un temps où on est plutôt dans la gestion du patrimoine accumulé, hein, jusque-là. Et là aussi, en fait, c'est des questions en fait, d'âge. Donc, grosso modo, ce qu'il faut bien garder tout de même en tête, c'est que là, on a quand même les symptômes d'une défiance plus importante qu'elle ne devrait, qui se traduit, donc cette prime de risque politique, je rappelle, hein, ne se traduit moins finalement par le spread de taux qui s'écarte en fait, pour les obligations françaises, mais plus par un manque à gagner global, parce que l'activité ne tourne pas à plein et malheureusement la France n'arrive pas à exprimer son plein potentiel. Si les Allemands aujourd'hui sont en difficulté en termes de croissance économique, il y a des raisons plus fondamentales. Eux ont un potentiel de croissance plus faible que nous, et pourtant ils font comme nous. Et ça, c'est pas normal. On est bien d'accord. Merci beaucoup. Explication signée Pierre Sabatier, économiste, président du cabinet PrimeView. Merci Pierre. Merci David.